Les gars, aujourd'hui, la chaîne fête ses 7 ans. Ça fait 7 ans que j'ai posté ma première théorie, Zoro et son acquis des rois. J'ai rien de préparé dans l'immédiat. Il y a des grosses vidéos qui arrivent, que je prépare et que j'ai vraiment trop hâte de vous dévoiler. Joyeux anniversaire à vous, parce que c'est aussi votre anniversaire et c'est aussi votre succès. Merci les bros. Yo les bros, c'est Godji et nous nous retrouvons aujourd'hui pour la review de ce chapitre 1061 de One Piece. Alors, on va pas se le cacher, le soufflet est totalement redescendu après la hype extrême du dernier chapitre, l'apparition de Hime, la destruction de Lulusia, le rêve de Luffy. Ça a bien chamboulé la communauté comme il faut. Là, ce chapitre, il y a quand même une bonne grosse d'analyse à faire sur Vegapunk. Avant que la review ne commence, je vais vous présenter le sponsor de cette vidéo, mais encore avant, je vous invite à laisser votre meilleur like pour soutenir la chaîne comme d'habitude, et évidemment à vous abonner. Vous voyez ça ? Vous êtes 43% à regarder mes vidéos sans rejoindre la chaîne, n'attendez plus. Allez, merci à tous du soutien les potos, et on se retrouve tout de suite pour cette review. Aujourd'hui, c'est Bloodline Heroes of Litas, le sponsor de cette vidéo. Le monde de Litas est en plein chamboulement. Pour affronter les menaces vous barrant la route, vous, le haut gardien de la ville de lumière, allez devoir unir les différents peuples et créatures fantastiques pour faire de votre nation la plus puissante de toutes. Rallier le clan des loups-garous, de puissants assassins, des demi-dieux et leur capacité de zone destructrice, des Kang qui peuvent se transformer en dragons et bien plus encore pour combattre le chaos s'étendant à travers le royaume. C'est là que Bloodline Heroes of Litas va totalement se démarquer des autres. Ce free-to-play 3D au graphisme réaliste vous fera tisser des liens entre ces puissants clans de guerriers, des liens pouvant mener au mariage, trouver la meilleure combinaison de champions et créer une puissante lignée d'héritiers avec les gènes des plus grands guerriers du royaume. Tout cela pour créer un arbre généalogique unique au monde. Vous pouvez dès à présent télécharger gratuitement Bloodline Heroes of Litas en utilisant le lien dans ma description ou en scannant le QR code apparaissant à l'écran. Avec ça, vous obtiendrez un starter pack exclusif d'une valeur de 30 $ contenant 2 cristaux d'invocation, 5 potions d'énergie et 200 de diamants. Alors n'hésitez plus et laissez-vous tenter par Bloodline Heroes of Litas. Bon alors le chapitre étant tout ce qu'il y a de plus simple dans son déroulement, je vais vous faire un résumé giga rapide pour finalement relever les points les plus intéressants. Luffy et le reste des Mugiwara finissent par se retrouver séparés. Mais sain et sauf. Jinbei, Chopper et Bonnie l'accompagnent et semblent avoir atterri sur Egghead, l'île avec 500 ans d'avance sur le futur. Quant au reste, ils se retrouvent attaqués à la fois par un requin géant métallique et sauvés par un robot géant et métallique. Une création pilotée par une jeune femme se présentant au reste de l'équipage comme étant le docteur Vegapunk. Pendant ce temps, non loin d'ici se trouve la base du G14 où de nouveaux membres du SWORD s'y trouvent avec de nombreuses têtes connues et insoupçonnées. Voilà, j'ai littéralement résumé le chapitre et relevé ses points les plus importants, mais évidemment on va analyser ça plus en détail et en profondeur. Et vous savez quoi, on va commencer directement par le plus intéressant, l'apparition de l'auto-proclamé Vegapunk. Alors déjà dites-moi en commentaire là actuellement si vous pensez qu'il s'agit réellement de Vegapunk, comme ça on pourra voir si je suis le seul à être fou ou si vous êtes plusieurs dans mon cas. Ok, donc maintenant que c'est fait, je risque peut-être de casser le délire, mais je ne pense pas du tout que ce soit Vegapunk. Car oui, Vegapunk est censé être un homme et un vieux. Il a toujours été considéré comme le plus grand scientifique au monde. Donc oui, je pense qu'on peut faire difficilement plus explicite sur son genre. Pour tout vous dire, j'ai plusieurs hypothèses et propositions que je vais vous exposer dès maintenant. La première, c'est une assistante de Vegapunk. Soit c'est une assistante humaine du grand scientifique, une femme passionnée par son travail et son intelligence qui tente coûte que coûte de l'égaler, voire de lui ressembler, au point de se faire passer pour lui. C'était vraiment premier degré la première pensée que j'ai eue la concernant. Soit il s'agit là d'une création de Vegapunk. J'entends par là que ça reste toujours une sorte d'assistante, mais que ce soit Vegapunk qui l'écrit pour qu'elle puisse être aussi parfaite qu'il le désire. Alors non, je ne parle pas du physique, même si Vegapunk est possiblement un vieux pervers, hein, on n'est pas à l'abri de ça. Mais vu qu'il s'agit d'un très grand scientifique capable de manipuler la génétique, il est pas fou de penser que suite aux agissements de Caesar Clown sur Punk Hazard et la déception que ça a généré en lui, il ne fasse plus confiance aux autres humains et favorise donc ses propres créations. En gros, cette femme serait une partie de sa conscience, une partie de son intelligence, l'aidant dans ses expériences. Donc oui, on pourrait considérer qu'elle est Vegapunk sans que ce soit son vrai corps. Une autre chose me fait penser ça, c'est le numéro 2 inscrit sur sa combinaison avec le mot punk juste au-dessus. Dans ce chapitre, nous avons pu découvrir deux êtres semblant être des créations de Vegapunk, le requin ayant attaqué les Mugiwara et le mecha qui les a sauvés. Comme les parfaites inventions qu'elles sont, elles comportent des numéros. Le mecha porte le numéro 12 tandis que le requin porte le numéro 3.
tout comme les pacifistas qui ont chacun un numéro de série. Bref, j'en suis venu à me demander si le 2 qu'elle porte n'est pas simplement son numéro de création, et même que c'est peut-être sa deuxième assistante. Quand on prend un peu du recul, ça serait un peu le Garma de Vegapunk. Judge Vinsmoke a 4 fils et une fille qu'il a littéralement numéroté vu qu'il s'agit de ses créations. La Vegapunk Girl aurait donc des frères et sœurs numérotés 0 et 1. Ça fait répétite avec les Vinsmoke, mais on est dans l'île et l'arc de la technologie maintenant. On aura forcément de grands rappels avec le passé. Bon, et on passe à la troisième proposition qui reste quand même très intéressante. C'est vraiment Vegapunk, mais dans une autre enveloppe charnelle. Alors ça va être chaud à expliquer, mais Vegapunk n'aurait peut-être plus de forme physique. Soit car il est trop vieux et du coup il ne peut plus bouger comme il le souhaite, soit car ça fait partie de son fruit du démon. C'est un événement précis qui me fait penser à une telle chose, la destruction de Punk Hazard. Alors que Vegapunk s'énervait sur César Clown suite à ses expériences désastreuses, ce dernier a déclenché l'autodestruction du laboratoire menant à l'éradication de Punk Hazard. César a survécu puisqu'il s'agit d'un Logia, mais il semble que tous les autres sont morts sauf Vegapunk. On pourrait se dire que ce n'était pas directement lui, qu'il n'était pas présent physiquement et que c'était un escargophone que l'on voit dans l'ombre. Sauf que non, puisque lorsqu'il y a une discussion par Denden Mushi, les bulles du manga sont bien différentes. Là, il s'agissait d'une personne présente face à César. De plus, dans l'anime, on distingue directement un bras du scientifique et sa voix est entendue pour la première fois, qui est bien celle d'un homme au passage, donc tout porte à croire que Vegapunk était présent pendant l'explosion de Punk Hazard, ayant censé l'avoir emporté. On en vient donc à l'idée que Vegapunk ait pu manger un fruit du démon, un Logia par exemple, le rendant insensible aux explosions et lui ayant permis de survivre à cet incident, ou bien un paramécia de la conscience qui lui permet à distance de contrôler une ou plusieurs de ses créations comme si c'était une extension de son corps. Du coup, on en revient à la fin du chapitre 1061. Si cette théorie assez spéciale se valide, alors la femme que l'on voit et qui prétend être Vegapunk n'est qu'un être contrôlé par l'esprit du vrai Vegapunk présent un petit peu plus loin. Alors dites-moi, parmi les 3 propositions, laquelle vous plaît le plus? C'est une assistante humaine qui veut ressembler à Vegapunk, c'est une création de Vegapunk et d'autres créations du style seront visibles, ou bien il s'agit vraiment de Vegapunk mais dans un autre corps qui la contrôle de plus loin. Peut-être qu'aucune de ces idées ne se concrétisera, mais j'ai tellement de mal à imaginer qu'il s'agisse réellement de Vegapunk que je me recherche tous les prétextes possibles. On verra bien, quoi qu'il en soit, parlons maintenant de ce que Vegapunk va apporter dans l'histoire, maintenant que nous arrivons dans l'arc qui nous le révélera entièrement et pour la première fois après 16 longues années d'attente. Évidemment, ce que l'on attend le plus, Vegapunk va enfin nous révéler les plus grands secrets autour des fruits du démon. SBS 48, Oda nous confirme que pour en savoir plus sur ses pouvoirs démoniaques, il fallait attendre l'apparition d'un grand scientifique. Autant vous dire qu'il n'est pas compliqué de penser à Vegapunk, connu et reconnu pour ses travaux sur les fruits du démon qui font de lui l'homme qui en sait peut-être le plus à leur sujet. Du coup, ça implique de nombreuses choses, des révélations autour des fruits du démon, bien sûr, comme leur origine, leur transmission, leur réapparition, mais aussi autour des Smile et du Sad. Soyez sûr que lorsque Vegapunk commencera à en parler, si Oda va jusqu'au bout avec ce personnage, ça va être incroyable. Vraiment incroyable. Mais là où je voulais en venir dans cette partie de la vidéo, c'est de mettre en avant les interactions que Vegapunk peut avoir avec les Mugiwara, car elles sont très nombreuses. Par exemple, le cas de Franky est passionnant puisqu'il a passé 2 ans dans son laboratoire sur son île natale et il y a de nombreuses choses sur lesquelles ils pourront discuter. La destruction de son laboratoire occasionnée par Franky et renommée le cauchemar de Baltimore est sans doute parvenue à ses oreilles, ce à quoi le cyborg devra donner des explications, voire même se faire passer un savon. Bref, vous voyez le délire. Sans oublier de mentionner leur connaissance en navire, Vegapunk est connu pour avoir grandement amélioré les navires de la marine avec le granit marin. Le Sunny, lui, est également un bijou de technologie. Va-t-il subir des upgrades par le scientifique de la marine en personne? Après tout, c'est difficile d'imaginer Vegapunk comme un adversaire. Ayant déjà ordonné à Kuma de protéger le Sunny pendant 2 ans, je doute que ce génie ne prête pas main forte à nouveau aux Mugiwara. Bref, vous l'aurez compris, l'interaction entre les 2 personnages est très attendue et surtout très importante pour un bon nombre de révélations. Au niveau des révélations des autres Mugiwara, on n'oublie pas Zoro qui a quand même tranché l'un de ses dragons, je pense pas que ça passera inaperçu. Peut-être une petite discussion avec Robin sur les archéologues d'Ohara ou encore Nami se rappelant des paroles de Koby au chapitre 433 et réalisant que l'homme dont il parlait se trouve devant elle. Mais évidemment, celui dont j'attends le plus la réaction et Sanji. Vegapunk et lui, c'est assez spécial quand on y pense. Son père travaillait avec, Sanji est le résultat d'une expérience qui s'est d'ailleurs éveillée il y a quelques chapitres en combattant Queen, qui lui-même est un membre des Mads. Et on le rappelle, mais Vegapunk, Judge, César et Queen faisaient partie de la même team de recherche scientifique illégale. Les Mads, c'était les Rocks, mais façon scientifique. Oui, s'il doit y avoir des empereurs de la science dans One Piece, ces 4-là sont très clairement au-dessus de tous, et quand on voit ce qu'ils ont tous accompli individuellement, j'ose même pas imaginer la
la puissance que les Mads auraient eu s'ils étaient restés tous les 4 ensemble. Bref, c'est pas le sujet, mais d'un côté, ce pan du passé de Vegapunk va forcément revenir sur la table et Sanji n'y sera sûrement pas pour rien. Est-ce qu'on va avoir des révélations à son sujet? Eh bien écoutez, c'est fort probable, en tout cas j'attends avec impatience les réactions et interactions entre Sanji et Vegapunk. Pourtant, ce n'est pas fini et on oublie un personnage très important qui peut potentiellement mener Vegapunk à répondre à une très grande question qu'on attend depuis des années, et ça va être Luffy. Oui, étonnamment, je pense que la rencontre entre Luffy et Vegapunk peut donner quelque chose de très intéressant concernant un personnage en particulier, Bartholomew Kuma. Il a aidé et sauvé les Mugiwara à plusieurs reprises, mais la fois où Vegapunk était en partie responsable, c'était pendant l'ellipse quand il a reprogrammé le Shichibukai pour protéger le Sunny pendant les 2 années d'absence de l'équipage. C'est une dette immense qu'ont les Mugiwara envers Kuma, mais finalement envers Vegapunk également, et indirectement, donc j'ai très hâte même, de voir ce que ça va créer entre Luffy, sa dette immense envers Kuma, et Vegapunk, l'homme à l'origine de cet ordre. Bon, et si jamais Vegapunk est vraiment un révolutionnaire infiltré pour Dragon, il va reconnaître le fils de son chef. Ouais, ça fait sens. On parlait de Kuma et c'est en effet un autre personnage qui aurait un intérêt d'interagir avec Vegapunk, Bonnie. Il semble que ce soit déjà fait d'ailleurs puisqu'elle révèle dans ce chapitre n'être là que pour Vegapunk car elle et lui semblent avoir une forme d'accord. Et oui, encore une fois, le sujet Kuma repointe le bout de son nez. Bonnie semblait présente au cœur de la Terre Sainte des Dragons Célestes, Marie-Joise, pour sauver ou du moins agir dans l'intérêt de Kuma réduit en esclavage. Alors c'est compliqué. D'un côté, Bonnie était renommée Connie sur Marie-Joise, la reine de Sorbet, qui est justement le royaume dans lequel Kuma était le roi, laissant ainsi sous-entendre une éventuelle relation entre les deux. Vu que Bonnie a un fruit qui modifie l'âge, difficile de savoir si elle est véritablement la reine de Sorbet ou une usurpatrice. Bref, une chose est sûre, vu sa réaction, elle a l'air de tenir à Kuma qui lui-même est intimement lié à Vegapunk. Donc, j'aime pas dire ça, mais c'est quasiment sûr que le sujet de conversation entre Bonnie et Vegapunk va tourner autour de Kuma. Il y a trop de mystères sur pourquoi et comment Kuma, un ancien membre des révolutionnaires, a donné son corps à la marine, leurs plus grands rivaux finalement. Il est clair que si Bonnie veut le sauver, si elle veut lui redonner l'esprit et lui réinsuffler l'humanité qu'il a perdue, Vegapunk est son seul espoir. Du coup, le business qu'elle a avec lui inclurait d'une façon ou d'une autre le sauvetage de Kuma. Ce qui est intéressant avec cette théorie, c'est que Kuma est actuellement sur Kamabaka aux côtés des révolutionnaires. Il se peut donc que dans un intérêt commun, Bonnie et Dragon travaillent ensemble et peut-être même qu'elles rejoignent les révolutionnaires. En tout cas, vous l'aurez compris, à mon sens, Bonnie recherche Vegapunk pour Kuma et serait missionné par les révolutionnaires. J'aurais jamais cru dire ça aussi sérieusement un jour, mais bon, ça me paraît vraiment cohérent dans l'histoire actuelle. Bon, on a fait à peu près le tour en ce qui concerne Vegapunk et ses interactions avec les autres personnages. Maintenant, j'aimerais parler rapidement de l'île sur laquelle il se trouve, Egghead. Comme je le disais, ça va pas vraiment durer longtemps, mais j'ai remarqué que l'île est censée avoir un climat hivernal, comme l'a annoncé Nami dans le dernier chapitre, en s'en approchant, et finalement tout sauf une île hivernale. En tout cas, c'est ce que laissent suggérer les palmiers qui jonchent l'île, ça fait plus tropical qu'hivernal. Je pense que ce changement de climat n'est pas anodin et je vais vous expliquer pourquoi. On ne sait que très peu de choses sur Vegapunk, cependant la présence de Franky sur son île natale, Karakuri, nous a permis d'un peu mieux cerner le personnage derrière le scientifique de génie. L'une des histoires que l'on nous a racontées à son sujet est que, dans son enfance, Vegapunk était déjà un véritable génie animé de plein de bons sentiments. Il voulait créer un système de chauffage pour briser le froid glacial frigorifiant tous les habitants. L'étrange montagne en forme de boulon était sa construction et remonte à l'époque où il n'était qu'un enfant. Malheureusement, le manque de moyens et de financement a obligé Vegapunk à abandonner le projet. Maintenant, vous devez voir où je veux en venir, mais si l'île de Egghead était véritablement une île hivernale, comme le disait Nami, et comme le climat autour de l'île le laisse suggérer, eh bien Vegapunk aurait simplement fait ce qu'il rêvait de faire sur Karakuri dans son enfance, créer un chauffage pour réchauffer toute l'île. D'où le climat tropical de Egghead et d'où la tête de robot géant visible dans l'ombre du chapitre 1061. Ce serait une version améliorée du chauffage de Karakuri construit dans son enfance. Voilà, tout simplement. Par contre, si Egghead était donc véritablement une île hivernale avant l'arrivée de Vegapunk, je me demande comment et pourquoi toutes les îles qui lui sont liées le sont également au froid et à la neige. Son île natale Karakuri est hivernale, Punk Hazard ne l'était pas, mais le côté laboratoire l'est devenu suite au combat de Aokiji et Akainu, et finalement Egghead dans ce chapitre. Est-ce que ça a un lien avec quelque chose en particulier? Ça, je pense qu'on le découvrira très vite sur cette île. De toute façon, que Vegapunk apparaisse ou pas dans cet arc, nous allons avoir le même mood que sur Punk Hazard, avec des révélations sur la science dans le monde et la façon dont c'est lié à certains des plus grands mystères. Nous allons découvrir certaines nouvelles inventions de Vegapunk, des inventions jamais vues avant, ou des inventions venant à peine d'être dévoilées telles les Séraphins. Parfaite transition pour parler du G14. La base navale de la marine qui cache de nombreux membres du SWORD abrite surtout Hermep qui implore le déploiement des
séraphins, justifiant la présence proche de Egghead, ce qui veut dire que les séraphins ont possiblement vu le jour ici, sur cette île, et sont peut-être déjà stockés. Si c'est le cas, alors ce n'est pas non seulement des fruits du démon et d'autres mystères dont nous pourrons avoir les réponses, mais aussi et surtout sur les Lunarians et pourquoi Vegapunk a pris le modèle d'anciens Shichibukai dans leur conception. Je m'avance pas spécialement plus sur la théorie, j'attends de voir et d'être surpris, mais j'avoue que la partie scientifique de One Piece est l'une qui me hype le plus de toute l'histoire. Alors justement, faisons un détour autour du G14 avant de clôturer cette vidéo. On y voit donc les gamins sauvés par les Mugiwara sur Punk Hazard et victimes des expériences de César Clown, retrouver petit à petit une taille à peu près normale. Preuve de plus que Vegapunk est vraiment pas loin, puisque souvenez-vous, Tashigi avait déclaré dans le chapitre 793 qu'il se rendait chez le scientifique pour tenter d'inverser le processus de géantification. À en juger la mixture bizarre qu'il n'apprécie guère, les enfants sont traités par Vegapunk en personne qui tente de rattraper les conneries de César Clown. C'est bien, c'est un beau petit côté happy ending. Pour le reste du Sword révélé dans ce chapitre, j'avoue avoir une petite déception. Bon, il semble que Kobe est une waifu, ça c'est mignon, mais Prince Guru, le chef de la division du Sword, m'a l'air soporifique à souhait. Par contre, j'aurais jamais cru revoir ce personnage ici. En tout cas, si je me trompe pas, ce mec, nous l'avons vu pas moins de 3 fois dans l'histoire. Pour les moins attentifs, vous n'avez sûrement pas fait gaffe et c'est normal, dans le Nouveau Monde, nous l'avons vu seulement à 2 reprises dans les chapitres 675 et 692. Il assistait avec son pote et à travers les caméras de la pègre à la défaite de César, encore étonnamment, contre Luffy. En tout cas, je le répète, si c'est bien lui. Et si c'est le cas, alors ce mec était aussi présent il y a quasiment une dizaine d'années au royaume de Goa, puisque Luffy et Ace lui ont littéralement botté le cul. Donc je ne sais pas encore s'ils ont simplement un design assez proche, mais il doit être sacrément important pour qu'Oda tente à ce point-là de le maintenir aussi discrètement dans l'histoire depuis autant d'années. Pour finir avec le Sword, parce que flemme de parler d'eux pendant 2 heures, il est évident qu'une rencontre risque et peut arriver avec Luffy. Si je dis ça, c'est surtout pour Helmep qui va lui demander de l'aide pour sauver Kobe, capturé par Barbe Noire et emmené sur la ruche. Helmep a l'air déterminé de sauver son camarade et si la marine ne veut rien faire, alors Luffy, lui, n'hésitera sans doute pas un seul instant. Il faut aussi et malgré tout penser à Aokiji, ancien marine, il semble s'être lié d'une façon ou d'une autre à Barbe Noire. Alors va-t-il réellement laisser Kobe en danger face au Yonko? Un amiral aussi juste que lui a-t-il vraiment lâché toutes ses plus grandes valeurs pour rejoindre un mec aussi impitoyable que Teach? Personnellement, j'ai toujours pensé que c'était un révolutionnaire, mais l'idée que Aokiji soit toujours dans les Swords et agisse comme un espion infiltré pourrait être intéressant, surtout dans le cadre où la marine est autant impliquée dans les affaires de Barbe Noire après l'histoire de Kobe. Donc toujours concernant le sauvetage de Kobe, ça me paraît peut-être un peu tôt pour un combat entre Luffy et Teach pour le sauver, mais on est à l'abri de rien. Ça se trouve, c'est Sabo qui, en échappant à Lulusia, atterrira sur la ruche et sauvera Kobe. Bref, j'en sais rien. Également, et ça c'est pas une critique mais plus une observation, Usopp il se noie et n'arrive plus à nager ou je rêve là, j'ai l'impression de voir un utilisateur de fruits du démon couler à pic dans l'eau, comme s'il perdait ses forces et que le zoom sur lui était là pour nous faire comprendre un truc. Je pense que c'est juste une mise en scène, mais je le relève au cas où parce que je sais que forcément dans les commentaires vous allez me prendre la tête avec ça si je le dis pas. Et justement en parlant de commentaires, dites-moi ce que vous avez préféré dans ce chapitre, qu'est-ce qui vous hype le plus pour la suite, quelle théorie que je viens d'énoncer voudriez-vous voir se réaliser dans le futur. N'hésitez pas à me le dire pour tenter de gagner rien. Je suis désolé, rien du tout. Rien à gagner. Pas dans l'immédiat en tout cas. On arrive donc vers la fin de cette review, j'espère qu'elle vous aura plu, malgré l'aspect plus vidéo théorique que vidéo analyse. Merci à vous d'avoir tenu jusqu'ici, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, disponibles dans la description, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, mais surtout, et surtout, c'est le plus important, prenez bien soin de vous et portez-vous bien. Peace les bros.